Salam à toutes et à tous, bienvenue sur Morocco Cannes. Donc ce soir, j'ai l'honneur de recevoir mon ami Yacine, que bon nombre d'entre vous connaissent, hein, que ce soit pour ses interventions sur le FCM ou ailleurs. C'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche et qui connaît le football. Donc on est ravi de l'avoir avec nous sur Morocco Cannes pour débriefer le match d'hier du Maroc, parler un petit peu de la Cannes en général et notamment aussi du match face au Mali qui va arriver. Yacine, comment tu vas? Hakim, je suis très heureux d'être avec vous. Voilà, je suis très heureux parce que l'OM et le Maroc ont gagné hier. Voilà, je ne vais pas mentir, tout le monde sait que je suis pour l'OM. J'y suis venu avec le petit maillot que j'ai, qui est très très rare. Il y en a que 50, 45 je crois. 45 ont été mis en vente. Et je suis très heureux Voilà, en ce moment, je suis très heureux. L'OM et le Maroc me rendent heureux, Voilà. ce maillot me rend heureux. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah, Voilà, alhamdoulilah, très heureux. tant mieux. Tant mieux, au contraire. Donc, on va pouvoir un peu débriefer et réagir un petit peu sur quelques euh, fake news qui ont été un petit peu aussi mises en avant par la presse, notamment concernant des blessures qui n'en sont pas, du côté du Maroc en tout cas. Donc, voilà. Donc, déjà, première question que j'ai à te poser, Yacine, c'est as-tu regardé le match? Qu'est-ce que Oui. tu en as pensé? Et sans rentrer dans une grande analyse pour l'instant, est-ce que tu en ressors satisfait ou pas? Alors évidemment que j'ai regardé le match. On ne peut pas louper un match du Maroc, c'est une évidence. Alors, sans rentrer dans les détails, je vais dire que les débuts étaient un peu poussifs, mais on se rassure à la fin. Euh, on va dire que c'était un premier match un peu poussif, mais attention, c'est pas pour ça que j'en tire des conclusions négatives, loin de là. Mais va falloir que certains cadres se réveillent aussi. Ça, notamment Amrabat. On rentrera un peu plus en détail pourquoi. Et il y a peut-être des choses négatives qui se sont passées dans ce match, mais qui sont peut-être aussi un mal pour un bien. Là, j'y reviendrai un peu plus longuement après. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, je vois un petit peu ce que tu veux dire, même si on n'en a pas encore discuté ensemble de cette rencontre. Globalement, on peut être satisfait du résultat, sachant que c'est vrai qu'un match notamment d'ouverture est toujours un peu particulier, mais pas forcément d'ouverture de la compétition, mais un match d'ouverture de sa CAN à soi. C'est toujours assez compliqué, on ne sait pas, tout le monde est un petit peu dans un round d'observation, savoir est-ce qu'on va livrer bataille tout de suite, est-ce qu'on va plutôt être dans la mesure, dans la retenue? Le Maroc, lui, est sous pression, on le sait très bien, hein, on ne va pas s'en cacher. Walid ne s'en cache pas, les joueurs non plus. Je te rejoins un petit peu sur deux, trois joueurs qui doivent, je pense, revoir leur copie. Après, on peut aussi se dire qu'il y a des choix qui étaient peut-être un peu discutables de la part de Walid, tu me diras ce que tu en penses. Mais justement, est-ce que ces choix qui ont été discutables, finalement, n'ont pas été corrigés aussi durant la rencontre, puisqu'on a vu que les changements, eux, ont été plutôt bénéfiques? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Là, on peut commencer une analyse un petit peu plus approfondie sur les joueurs, sur les forces en présence, ceux que tu as trouvés plutôt bons, ceux que tu as trouvés soit moins bons, soit potentiellement, on va dire, qui ont peut-être gâché une cartouche et qui devront peut-être laisser leur place pour le prochain match du Mali, qui risque d'être un peu plus compliqué. Alors, les choix discutables, si tu fais référence à Raimi par exemple ou... Ça peut être lui, ça peut être Saïs. Saïs qu'on sait en cours de Oui, forme, oui. à cours de compétition. Alors, On sait que si tu veux, El Yami qui était souvent associé soit à Gerd, soit à Massina à un moment donné. Donc on sait oui. qu'il y a eu du travail qui avait été fait en amont. Et là, le fait que Saïs revienne, c'est lui qui a repris la place. Est-ce que pour toi, cette titularisation était opportune? C'est discutable. Hein. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est imposé depuis le départ de Seyss parce qu'il est revenu en sélection? Mais est-ce que tu as senti réellement quelqu'un qui s'est vraiment imposé? Ça, c'est la Il y a première eu, chose. il y a eu quand même Massina qui a quand même engrangé pas mal de matchs Oui, avec Aguerd. Après, c'est vrai que Massina n'est pas forcément quelqu'un qui est très. C'est aussi un autre gaucher, donc c'est compliqué. Mais voilà, est-ce que toi, pour toi, le côté Massina n'est pas suffisant ou ça te rassure pas assez? tu sais, je vais te dire un truc. La meilleure charnière que le Maroc peut avoir, elle viendra quand Hakimi reviendra. Ce serait d'installer Mazraoui dans l'axe avec Aguerd. Je suis d'accord avec toi, si je peux me permettre. Je vais te laisser après continuer ton analyse. Mais le seul souci, c'est que Walid a bien dit, on ne créera pas de nouveaux postes pour les joueurs. C'est-à-dire Oui. un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer à un poste
dit il ne le mettra pas à ce poste-là. Pourtant, je suis d'accord avec toi. Moi, Mazraoui, sachant que Hakimi reviendra, je suis persuadé que comme il joue dans une défense à 3 à Manchester et qu'il le fait plutôt bien, je suis persuadé que c'est un gars qui pourrait être... Mais je te laisse continuer à développer ton... Mais il a déjà joué dans l'axe, hein, Mazraoui. Et puis Walid, il peut dire, il peut avoir ses idées, mais Mazraoui a déjà joué dans l'axe. Salah Eddin est très prometteur sur le flanc gauche. Quand tu récupères Hakimi, ça peut être la solution, c'est de mettre Mazraoui dans l'axe avec Aguerd. Et je pense que tu auras une défense très solide. Pour moi, c'est la meilleure charnière que tu peux avoir. Parce que Mazraoui, c'est un joueur qui est... On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un joueur qui a de l'expérience, qui tactiquement, qui est très bien rodé, qui est propre techniquement. Il saura vite s'adapter. Enfin, on ne parle pas d'un joueur qui manque d'expérience. Non, on parle d'un joueur qui a été baladé dans tous les postes de la défense. Donc non, moi je pense que ce sera la solution. Pour revenir, je pense que la blessure de Saiss... alors, le problème, c'est que Hakimi n'est pas encore revenu. Donc El Yamik, pour les matchs de poule, ça peut largement faire l'affaire. Maintenant, dans les grands matchs, j'ai peur que ce soit un peu limité. J'ai peur que El Yamik soit un peu limité. Moi, j'ai un peu des doutes sur ce garçon qui est un peu agressif, un peu lent aussi, un peu trop agressif et un peu trop lent, je trouve. Donc voilà, El Yamik, c'est un bon remplaçant, mais ça me paraît limité pour les grands matchs. Après, pour revenir sur l'équipe, Raimi a été préféré en attaque. Moi, j'ai toujours été fan d'Aïn-Néciri. C'est un peu pour moi le Giroud marocain, comme on dit. Ouais. Il est... El Kaabi, il est très bon, mais la différence, c'est qu'Aïn-Néciri, je pense, a un peu plus de puissance. Il peut un peu plus attaquer la profondeur qu'El Kaabi. Raimi, le problème, c'est que c'est un attaquant qui a peu d'expérience dans les grandes compétitions, et ça s'est vu hier, malgré son âge. Après le penalty, il a vite douté. Il a eu du mal il a eu du mal à jouer en une touche, à faire les bons choix techniques. Et j'ai peur qu'ils ne soient pas encore prêts mentalement pour assurer le statut d'attaquant du Maroc. Aïn-Néciri me paraît un peu plus complet que les deux autres. Voilà. Après, ça, c'est mon avis. Après, c'est aussi parce que je pense qu'Aïn-Néciri, il est sur une phase un petit peu compliquée en Turquie. D'ailleurs, il a demandé à partir. C'est peut-être aussi cette période de doute, on va dire, qui a incité Walid à choisir Raimi, et il a expliqué un petit peu que c'était quelqu'un qui était un peu plus mobile, qui bougeait beaucoup plus sur le front de l'attaque, parce qu'en fait, c'est un neuf, mais qui a beaucoup joué aussi sur les côtés. Il a déjà énormément joué sur les ailes. Il jouait sur le flanc gauche quand il aux Jeux Olympiques. Ouais. Après, il serait centré dans l'axe, etc. Donc là où il a été très bon d'ailleurs pendant les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être l'explication. Maintenant, je pense que justement, ça sera pris en compte, parce que c'est ce que semblait aussi dire Walid durant sa conférence de presse. Ça sera sûrement pris en compte par rapport au match qu'on aura sur le prochain match qu'on aura face au Mali, qui là vaudra son pesant de cacahuètes. Maintenant, je te laisse continuer et développer sur les joueurs, parce que tout à l'heure, tu me parlais d'Amrabat. Qu'est-ce que tu voudrais en dire, justement? Amrabat, ce qui me dérange, c'est un joueur de qualité. Mais ce qui me dérange, c'est la grosse critique que je lui fais, c'est dans son jeu sans ballon. Je me suis amusé à revoir le match. Et c'est un joueur qui n'a pas assez créé des décalages en se déplaçant sans ballon. Il n'a pas cherché à aspirer les Comoriens. Il s'est retrouvé dans des zones qu'on peut qualifier d'inutiles, entre guillemets. Et je trouve que c'est sur cet aspect-là, il me déçoit un peu. Je trouve qu'il doit progresser dans le jeu sans ballon. Il se cache un peu trop, à mon sens. Après, techniquement, c'est un super joueur. On le voit à l'image du premier but. C'est lui qui fait la belle passe longue. Je crois que c'est pour Mazraoui, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mais non, moi je trouve qu'il se cache un peu trop, à mon sens, tactiquement. Il doit apporter un peu plus dans le jeu sans ballon. Il doit aspirer un peu plus les adversaires. C'est pas la première fois. Parce que le Maroc, on va jouer souvent contre des équipes contre des blocs bas. Si lui ne fait pas l'effort de se déplacer son ballon, surtout que Unai est un peu l'organisateur, balle au pied. Si lui ne fait pas des efforts sur le jeu sans ballon, il va rapidement être inutile face à ces équipes-là. Donc il doit vraiment faire des efforts, et il ne doit pas être que dans une posture défensive. Parce que là, la différence entre c'est que le Maroc doit faire le jeu. Oui, on n'est plus dans la même configuration qu'à la Coupe du Monde, où
on pouvait, on va dire, se défendre Ouais, un peu plus régulièrement. être un peu plus attentiste. Et exactement. Et Amrabat, il doit être un peu plus protagoniste dans ses déplacements. Je trouve qu'il ne va pas chercher à étirer les adversaires sur la largeur, notamment. Alors, on l'a plus vu en deuxième mi-temps, cet aspect-là du jeu marocain, parce que je trouve qu'en première mi-temps, on ne se crée pas assez d'occasions, parce qu'on ne fait pas assez de déplacements de fonction. Les joueurs deviennent très prévisibles. Brahim Diaz est trop prévisible. C'est ton meneur de jeu. Il faut lui ouvrir des espaces à Brahim Diaz. Il faut se sacrifier pour lui. Et c'était pas le cas, moi, je trouve, en première mi-temps. Amrabat, il est dans mon collimateur, je trouve, tu vois. Donc, il n'a pas assez fait là-dessus. Et je vais le surveiller au prochain match parce que je trouve faudra pas qu'il triche. Voilà. Et justement, à côté de lui, on lui a associé Nail El Ainaoui, qui lui a un volume de jeu plutôt intéressant et qui a un profil justement peut-être qui se marie bien avec ce côté où on voit un Amrabat moins disponible, comme tu le dis, parce qu'il se rend moins disponible, hein, bien entendu. Mais est-ce que justement le fait qu'il y ait El Ainaoui, ça ne l'incite pas, lui, à être un peu plus attentiste? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que Nail, lui, se projette beaucoup. Il arrive à demander dans les demi-espaces, dans les zones un peu libres. Et justement, il finit souvent, je ne sais pas si tu l'as remarqué, il finit souvent devant le but, en position, on va dire, quasiment d'avant-centre. Non, parce que si tu regardes bien, alors ça va dépendre des matchs, encore une fois. Mais si tu regardes bien, les Comoriens étaient quand même assez regroupés derrière. C'était deux lignes, deux lignes assez complètes. Ils avaient un attaquant et deux lignes défensives qui étaient très basses. Donc non, il y avait possibilité de créer des décalages. Il n'y avait pas de danger en plus offensivement au niveau des Comores, sans leur manquer de respect. La projection de El Ainaoui, elle est normale, mais c'est pas suffisante. Il fallait qu'Amrabat apporte un peu plus. En deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu plus remuant. El Ainaoui, en première mi-temps, il se cherchait un peu, je trouve. Voilà, il était un peu un coup à droite, un peu à gauche. Il avait un peu du mal un peu plus à se trouver. En deuxième mi-temps, je pense le fait qu'Ounahi a été un peu plus aussi mobile. Ça a aidé. El Ainaoui aussi a été un peu plus sur la largeur aussi. Je trouve qu'il avait besoin d'être un peu plus sur la largeur. Et aussi il y a eu des appels aussi offensifs des latéraux. Donc c'est ce qui nous a manqué. Je pense que cette équipe-là, elle a manqué un peu de projection en première mi-temps. Mais El Ainaoui, oui, heureusement qu'il se projette, parce que Brahim Diaz, il y a aussi des phases de jeu où il a besoin de s'axialiser, et il a besoin d'avoir un point d'appui sur les côtés, donc j'ai envie de te dire que c'est normal. Mais face à des blocs bas, comme l'équipe de Comores, surtout que techniquement, sans leur manquer de respect encore une fois, je trouvais que c'était quand même assez faible, quoi. C'était quand même faible. Il fallait un peu les secouer, quoi. Donc je trouve que non, là, loin de là. Tu sais, il y a des matchs où tu peux prendre plus de risques, et là on aurait dû prendre un peu plus de risques. Et Amrabat, non, il n'y a pas d'explication là-dessus, parce que tu sais, il y a même des phases de jeu, tu peux les regarder, ou même El Ainaoui, il est sur le côté gauche, il faut créer un décalage sur le côté droit pour pouvoir parce que le bloc comorien était un peu le bloc comorien, j'ai des phases de jeu où tu vois le bloc comorien il est basculé sur le flanc droit, il coulisse vers le flanc droit, t'as El Ainaoui qui est sur le côté gauche, t'as Amrabat qui peut apporter une solution de secours sur le côté en créant un espace, enfin il y a Amrabat qui peut se projeter sur le côté droit pour libérer un espace pour Brahim Diaz dans l'axe, il ne le fait pas. Donc t'as plein de phases de jeu comme ça où il se retrouve dans des zones inutiles où il y a 2-3 partenaires à côté de lui, où je veux te dire, il n'apporte rien, tu vois. C'est aussi ça la différence entre un bon 6 et un très bon 6. Il faut qu'il apporte plus dans le jeu sans ballon. On lui demande pas que de défendre, on lui demande aussi d'apporter, même dans le jeu sans ballon. Même si je peux comprendre que naturellement il soit pas offensif, ça je peux l'accepter. Par contre, qu'il ne se sacrifie pas pour ses coéquipiers dans le jeu sans ballon, ça j'ai plus de mal. Après, il y a un facteur qu'il faut garder en tête et qui peut-être apporter une petite nuance, c'est qu'il a été blessé, donc là récemment avec le Betis, et c'était son match de reprise. Donc même si c'était une entre guillemets petite blessure, ça lui a, je crois, 2 matchs qu'il n'a pas pu faire avec le Betis finalement. Il est venu un peu plus tôt à Marmora, au centre d'entraînement de l'équipe nationale, où il a suivi un protocole justement en compagnie d'Hakimi à l'époque, pour justement arriver en forme à ce match-là. C'est vrai que c'est un des piliers de la sélection, et donc on attend légitimement et normalement plus de lui. Ceci peut-être apporter une petite nuance, mais je suis d'accord avec toi globalement.
c'est plus dans la prise de risque et dans l'intention qu'on peut lui reprocher. C'est même pas dans le fait. Parce qu'à la rigueur, il aurait, comme tu dis, pris ce risque et que malheureusement ça n'apporte pas l'effet escompté, c'est une chose. Mais c'est vrai que là, il a été attentiste et c'est ce qu'on peut peut-être lui reprocher, je suis d'accord avec toi, parce que justement, comme tu dis, avec le bloc bas et deux lignes très serrées en plus, parce que la ligne de défense à 5 plus un rideau devant de 4 joueurs et l'attaquant qui faisait l'essuie-glace un petit peu pour gêner le porteur du ballon, c'était très compliqué d'avoir un surnombre. Donc on a beaucoup joué dans la latéralité, on a essayé à droite, à gauche, etc. Mais à un moment donné, il faut le point d'ancrage. Et le point d'ancrage, finalement, c'était plus souvent Aguerd que vraiment Amrabat qui l'apportait. Et ça, c'est problématique parce que justement, il doit limite être ta tour centrale par qui passent tous les ballons pour essayer d'apporter justement cette mobilité pour les autres. Et là, c'est ça qui est dommage. Après, on a vu, comme tu l'as dit, en deuxième période, beaucoup on va dire, un effet, soit déjà du vestiaire. Hein. Je pense que Walid a dû passer un petit peu une petite soufflante parce qu'on a vu quand même beaucoup d'autres choses beaucoup mieux, mais aussi ces changements. Et justement, je voulais revenir à ces changements. Qu'est-ce que toi, tu penses de ces changements? On a vu un Ezel Zouli rentrer, El Karabi forcément, En-Nesyri rentrer, pas mal de joueurs comme ça ont pris part à cette seconde période où on a vu justement beaucoup mieux. Est-ce que toi, ces changements ont été vraiment opportuns? Forcément, on va dire qu'El Karabi, il a été opportun puisqu'il nous marque un but d'anthologie, mais sur la globalité, est-ce que tu as trouvé que ces rentrées, ces remplaçants ont apporté vraiment un plus au Maroc? Oui, après, bon, le Maroc a ouvert le score avant ces changements-là, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc il y avait déjà d'autres intentions. Tu sais, moi je trouve que c'est un petit détail, mais l'action où El Ainaoui et sur le centre, je crois, c'est un centre de Salahidine. El Ainaoui reprend au premier poteau et je pense que ça donne déjà le tempo de la deuxième mi-temps. Ça montre que le Maroc a envie de partir avec d'autres intentions. Je pense que la clé, c'est que les latéraux étaient plus offensifs par rapport à la première mi-temps. Les milieux se sont un peu plus excentrés sur la largeur. Je pense à Ounahi notamment. Je trouve que Ounahi, contrairement d'Amrabat, c'est moins caché. Je trouve qu'il n'a pas hésité à se déplacer un peu plus sur la largeur. Et c'est d'ailleurs ça, je crois, qui nous mène au premier but. Alors, je pense qu'Ounahi est excentré sur le côté gauche. Oui, c'est ça. Qu'il prend part au jeu, il prend part au but. Oui. C'est ça. Je pense que le fait que le jeu est un peu plus basculé sur le côté gauche, ça a aidé le Maroc parce que ça a permis à Amrabat d'être vraiment dans une position de tour de contrôle. Maintenant, encore une fois, tu sais, dans le foot, on peut pas, tu le sais très bien, Hakim, qu'on ne peut pas toujours choisir si notre jeu penche plus à gauche ou à droite, ça va aussi dépendre de l'adversaire. Oui. Et là-dessus, je pense qu'Amrabat, il va falloir qu'il rectifie le tir. Moi, j'ai pas envie de taper sur les trucs. Là, je suis plus en mode, je vois ce qu'il y a à rectifier. Si je suis critique avec Amrabat, c'est que je connais ses qualités et je sais qu'il est capable de largement faire mieux. Donc voilà, je pense que les intentions ont donné le temps. Enfin, les intentions ont été claires. On a mis plus d'envie, on a plus attaqué la largeur, ce qui nous a manqué en première mi-temps. Les latéraux ont été plus offensifs. Voilà, donc c'était un peu plus logique c'était logique qu'on arrive à se créer des occasions. Et puis la première vraie occasion, elle finit au fond. Enfin, première non, parce que c'est l'Elda El Ainaoui, on peut aussi la compter comme une occasion, mais dès qu'on a frappé dans l'axe, dans la surface, ça a fait but, quoi. Voilà, donc tant mieux, on s'est rassuré. Après, les entrées, elles étaient intéressantes parce que El Kaabi, bon, il n'y a rien à dire, hein, chapeau. Il a mis un but exceptionnel. Moi, j'adore ce joueur. Le seul défaut, c'est qu'il ne peut pas t'attaquer à la profondeur, mais par contre, il faut reconnaître que c'est une valeur sûre ces dernières années, il monte en puissance. Donc ça, c'est rassurant. C'est un joueur qui postule pour une place de titulaire, évidemment, pour le prochain match. Ensuite, tu avais l'entrée de Abdé, c'est ça? Abdé qui a été... Abdé, c'est toujours la même chose, c'est que lui il rentre, il t'amène un peu cette vivacité, cette folie. Il est bien pour secouer un peu les défenses, il est toujours bon dans son rôle de joker. Donc il a fait du Abdé, il a bien fait. Hein, c'était une bonne entrée. En-Nesyri, une entrée un peu plus timide.
il est rentré, lui, il a eu moins de temps de jeu, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais. Moi, voilà, c'est un joueur, je pense que. C'est vrai qu'il a pas été en forme ces derniers temps en Turquie, mais c'est une valeur sûre. On parle d'un joueur Ouais. qui a une énorme expérience et il a un profil tellement intéressant que je pense qu'il est. Il est de notre devoir de le relancer, tu vois, donc Nesseri, il va falloir. J'espère que Regragui va profiter du bon démarrage de la CAN pour essayer de le relancer parce que aujourd'hui on est quasiment sûr de passer. Il faut, avec 4 points, normalement tu passes, tu finis au moins dans les meilleurs troisièmes. Alors nous on envisage quand même la première place, attention, Ouais. hein, on va pas se contenter de ça. Mais Non. je pense que le contexte est tellement positif qu'il faut pas avoir peur de tenter des choses, comme tu l'as dit. Moi j'en voudrais jamais qu'on ose. J'en voudrais jamais à quelqu'un qui rate. Moi, tu veux, par exemple, je te dis la vérité, Raimi qui rate son penalty, il faut pas lui en vouloir. Ah non, 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 Même bien s'il est sûr. mal raté, moi, je vais jamais en vouloir. Un joueur qui ose, qui tente, je vais jamais en vouloir. Je vais en vouloir à un joueur qui n'ose pas, qui ne tente pas. Il faut être fou, faut pas. Enfin, faut un peu cette folie. Je trouve qu'on a été un peu trop crispé aussi en première mi-temps, tu vois. Ouais, ouais. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, le match d'ouverture de ta compétition que tu sais où tu n'auras quasiment pas le droit à l'erreur. Est-ce que c'est au début, ça n'aura pas été quelque chose, on va dire, qui a pesé sur leurs épaules et qu'il au final, il a fallu ce temps d'adaptation, et encore, ils ont eu de la chance, entre guillemets, et sans manquer de respect à personne, ils ont eu de la chance que ce soit face aux Comores où ils auront pu avoir ce temps de se dire bon, là maintenant, on va attaquer un petit peu le match d'un autre bout et puis essayer de prendre le jeu à notre compte, même s'ils avaient le jeu pour eux, parce que on n'a pas été très inquiétés, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de la part des Comoriens qui ont vraiment fait peur, à part. Et ouais, Naïef a expliqué un petit peu pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté de jouer. C'est que, encore une fois, il y a des sifflets enfin, il y a des supporters qui ont apporté des sifflets. À ce moment-là, il y a eu un coup de sifflet et le joueur s'est arrêté à Gerd et le joueur comorien en a profité pour aller jusqu'au but. Heureusement, ça s'est bien fini pour le Maroc, mais c'est vrai que ça aurait pu être compliqué si il y avait eu but à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Faut quand même jamais s'arrêter de jouer, hein, malgré un sifflet. Non. Heureusement qu'il n'y a pas Mehdi Benatia avec lui dans le vestiaire. Je pense que sinon, ils sont Oh, pas endormis là. il a dû lui envoyer un message, je pense, bien salé pour lui expliquer. Parce que C'est vrai. on sait bien que Mehdi, justement, est derrière le Maroc. Oui. Donc, je pense que les messages entre lui et son joueur, entre guillemets, doivent être quotidiens, notamment aujourd'hui, où il y a eu encore des fake news sur l'état de santé de Naïef Aguerd, où il a été vu avec des baskets à l'entraînement, etc., etc. Alors, je tiens à rassurer tous les supporters du Maroc, mais aussi de l'OM, il va très bien. Toujours la petite gêne qu'il avait, qu'il traîne depuis quelques semaines, ni plus ni moins. Il n'y a rien de spécial. Donc il y a un protocole, mais c'était déjà le cas à Marseille, un protocole spécial qui est mis en place pour lui, pour éviter pour le ménager en fait, hein, tout simplement. Il a un protocole qu'il suit particulièrement. Tout va bien. Il sera là. En tout cas, aujourd'hui, il est titulaire pour le prochain match face au Mali. Et on va profiter justement pour faire une transition vers ce match. Je ne sais pas si tu as vu le match du Mali aujourd'hui J'ai pas eu face à la Zambie. l'occasion. Alors, moi, j'ai un peu regardé. Bon, beaucoup de déchets techniques encore, énormément de déchets techniques, de part et d'autre. On sent quand même le Mali au-dessus de la Zambie. Il y a eu match nul 1-1. Donc ça arrange limite le Maroc, hein, parce que comme ça au moins on est déjà sur une dynamique plutôt intéressante. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est aussi d'un côté un résultat qui arrange le Maroc, mais qui met déjà sous pression le Mali, qui va venir avec d'autres intentions face au Maroc. Ça ne sera pas un bloc bas, limite tant mieux pour nous, parce que ça nous permettra de développer notre jeu. Mais justement, toi, comment tu vois un peu ce contexte? Quelle équipe vois-tu du côté du Maroc? Est-ce que tu t'imagines des joueurs plus que d'autres? Et on va dire, comment tu imagines un petit peu cette rencontre? Alors déjà, par rapport aux intentions du Mali, aujourd'hui, quand tu finis troisième, tu as 4 chances sur 6, donc 2 chances sur 3 de te qualifier. Aujourd'hui, si tu as 4 points, tu es qualifié. Tu passes. Moi, je pense que le Mali, ils ont planifié, entre guillemets, 0 points contre le Maroc. Mais si le Mali ne perd que 1-0 contre le Maroc, ou 2-1, ou que d'un but d'écart,
c'est pas un mauvais résultat parce que derrière, ils jouent les Comores, ils gagnent 4 points. S'ils ont une différence de but qui n'est pas négative avec 4 points, normalement, ça devrait passer, tu vois, si on suit la logique. Donc, je peux pas dire que c'est un mauvais résultat, tu vois, c'est un résultat un peu peureux, quoi. Ouais, voilà. Disons. Moi, j'imagine déjà une équipe malienne qui va venir, qui va pas se jeter dans la gueule du loup. Voilà. Contrairement à ce que je pense qu'ils signeront pour un match nul. Ils vont pas se jeter dans la gueule du loup parce que derrière, il ne faut pas oublier qu'ils affrontent les Comores. Hein. Donc, et les Comores, c'est quand même, je pense, l'équipe la plus faible du groupe. Après, concernant le Maroc, je pense qu'il va falloir qu'on ait des meilleures intentions dans le jeu sans ballon, ça notamment. Je pense, voilà, il faudrait qu'on soit prudent comme on l'est, mais qu'on ait des meilleures intentions dans le jeu sans ballon, qu'on se projette un peu plus sur la largeur. Alors, est-ce que j'imagine des changements? Oui. Je pense que Raimi, mentalement, c'est un peu dur pour lui. Je ne serais pas étonné si Regragui le sort. En défense, il y aura forcément un changement, vu que Saïs s'est blessé. Le plus probable, c'est Eliamik. Bon, je pense qu'à Hakimi, il y a quand même peu de chances de le voir face au Mali, non? Je pense justement, j'allais te poser la question, est-ce que c'est opportun de... Parce que beaucoup disent, même si on sait que théoriquement, il est apte à jouer au Mali. Est-ce que le Maroc prend le risque, quand même, entre guillemets, même si c'est un risque calculé, mesuré, de le faire jouer dès l'entame de la rencontre face au Mali, sachant que, ou est-ce que Benzaoui nous a suffisamment donné des gages de sécurité pour essayer de laisser Hakimi récupérer encore un maximum et arriver vraiment, on va dire, en forme, que ce soit le dernier match, quelques minutes, match de poule, pardon, ou directement sur les matchs à élimination directe. Non, Mazraoui, ça reste comme une valeur sûre sur le flanc droit. Voilà, je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. S'il a que 60 minutes dans les jambes, par exemple, j'en prendrai pas le risque de le mettre titulaire, quitte à ce qu'il se blesse. Après, remarque, la blessure de Hakimi, c'est pas une blessure musculaire, hein, il y a un tacle, donc non, je prendrai quand même pas de risque. S'il y a moyen de le faire entrer en fin de match, pourquoi pas. Je ne prendrai pas de risque, je veux qu'il soit à 100% pour le moment important. Et moi, tu connais mon opinion, Mazraoui, de toute façon, il restera titulaire à mes yeux. Moi, dans ma charnière, je mets Aguerd et Mazraoui. Mais d'ailleurs, moi, j'ai une question pour toi par rapport à Aguerd. Aguerd, bon, il a cette blessure au niveau de cette pubalgie qui traîne. Mais il ne pourra pas traîner toute la saison cette pubalgie. Il y aura des échéances importantes avec l'OM, avec aussi le Maroc avec la Coupe du Monde derrière. Il va falloir qu'il envisage peut-être un repos définitif pendant un petit moment derrière. Parce que... C'est compliqué, hein, parce qu'il est dans une année, elle est vraiment très très spéciale. Alors, tout ça a été étudié avec l'OM avant son arrivée. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une question à l'époque sur son prix au tout début du mercato, parce que l'info que j'avais sortie d'ailleurs, c'est que dès le mois de mai, l'OM était dessus et c'était jugé trop cher par l'OM, notamment parce que il y avait la CAN et il y a la Coupe du Monde. Donc, c'est un problème qu'il faut gérer sur toute la saison, notamment, comme tu dis, parce qu'il y a des échéances très importantes en Ligue des Champions, pour la CAN, la Coupe du Monde en fin de saison, et qu'il faut qu'il soit prêt pour tout ça. Donc, fatalement, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il manque de matchs pendant, on va dire, une série de matchs, ce qui aurait dû être le cas pour qu'il puisse justement se reposer, faire guérir sa pubalgie. Alors, il a de la chance, c'est un début de pubalgie, donc c'est pas une grosse pubalgie. Cela dit, Ben Seguir subit la même chose et c'est pour ça qu'il jouait peu jusqu'à présent à Leverkusen, parce qu'il a une pubalgie, il la traîne. Là, il va mieux, il est guéri de ses dires à lui. Mais pour en revenir à Aguerd, c'est vrai que je me dis, comme toi, je me pose la question, est-ce qu'il ne va pas falloir à un moment donné sacrifier quelque chose? Sincèrement, je le vois mal sacrifier le Maroc. Il est là le problème. Je le vois mal sacrifier le Maroc. La CAN, là, il y est. La Coupe du Monde, je le vois mal la sacrifier pour... Donc, ça va dépendre un petit peu du staff médical marseillais, qui actuellement n'est pas forcément toujours celui sur qui on se réjouit le plus. Hakim,
À l'OM, il peut bien se reposer un mois ou quoi. Je veux dire, ils ont Medina qui revient. Ouais, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis Tu d'accord vois. avec toi là dans l'absolu. Medina, tu as Évidemment, Balerdi. les échéances importantes, elles arriveront en fin de saison, que ce soit pour l'OM ou pour le Maroc. Tu vois. Oui, c'est ça. En plus, nous, on est, on connaît nos couleurs voilà, dans le cœur. On aime l'OM aussi, hein, mais et Ouais. justement, je pense qu'on est assez bien objectif pour parler de la situation vu qu'on aime les deux équipes. Et c'est vrai que les échéances avec le Maroc sont trop importantes. Ouais. Il ne faut pas qu'il les loupe. Et en même temps, je pense que les échéances les plus importantes pour l'OM, elles arriveront peut-être à partir de mars. Il ne faut pas qu'il se loupe sur le janvier-février. Mais je pense qu'un peu de repos lui fera pas de mal. Il faut qu'il finisse en force son année, parce que sinon il ne pourra pas tenir, le garçon. Donc, Ouais. Ouais. il faut quelque chose de cohérent et de sérieux. Après, le fait que le staff marocain soit là et travaille de main dans la main avec l'OM, ça me rassure aussi. Je pense que Mehdi Benatia, c'est pas quelqu'un de fou aussi. Donc, surtout que c'est Bodo, le médecin du Maroc, et c'est quelqu'un qui connaît l'OM puisqu'il a été médecin à Marseille. Oui. Il a été médecin aussi au Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui connaît bien le foot, on va dire, qui connaît bien les exigences du football européen et donc les exigences maintenant qu'il y a au Maroc, parce que les standards du Maroc sont eux aussi élevés maintenant. Et forcément, on connaît aussi en plus l'attachement d'Aguerd vis-à-vis du Maroc. On ne pourra pas lui faire louper une compétition volontairement ou lui dire de lever le pied. En plus, il ne trichera pas, que ce soit avec Marseille ou avec le Maroc. oui. Quand il sera sur le terrain, il se donnera comme un chien et il fera tout jusqu'à ce que ça claque. Tant pis. À partir du moment où on l'a mis sur le terrain, il fera ce qu'il faut jusqu'au bout. Ou alors on le sortira avant. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va tricher ou qui va. Ça, je tiens à rassurer à la fois les Marocains et les Marseillais. À partir du moment où le joueur est apte à jouer, il jouera, il se donnera à fond. Donc n'ayez pas de crainte là-dessus. Maintenant, c'est vrai que pour en revenir au match du Mali, je pense que il sera obligatoirement titulaire, parce que le Maroc n'est pas encore qualifié, comme tu dis. Le Maroc veut être premier pour pouvoir continuer sa compétition à Rabat dans ce stade. Et donc forcément, on se dit, c'est pas sur ce match-là qu'il va y avoir beaucoup de prise de risque. Tout à fait. Non, mais tout à fait, bien sûr. Sur la CAN, de toute façon, il faut alors peut-être au troisième match, si on est vraiment sûr d'être premier, pourquoi pas le reposer. Mais sur la CAN, il faut pas prendre de risques, il faut l'utiliser à fond. Et moi, quand je te parlais de repos, c'est plus après la CAN. Peut-être s'il se repose un mois avec l'OM en quoi, moi je dis pas non, je te dis la vérité. Pourtant, on peut pas me dire que j'aime pas l'OM. Voilà. Donc, non, c'est le connaissant, non. Non, voilà. Donc, mais non, je pense que ce serait ça. Et parce que j'ai envie qu'il soit performant sur cette fin de saison, cette année-là, elle est très importante pour tout le monde. Et il faut que le bon sens l'emporte. Et alors, je suis pas médecin, je sais pas comment se soigne une pubalgie, mais s'il faut un peu de repos pour que ça parte définitivement, ben pourquoi pas. Mais pour cette CAN, on en a sûrement besoin. Seiss, malheureusement, est au-delà de sa blessure, il était complètement cramé physiquement. Il faut aussi dire la vérité. Il traînait la charrette bien plus qu'à l'époque. Et je pense que c'est peut-être un peu un mal pour. C'est horrible ce que je dis, mais c'est peut-être un malade pour un bien sa blessure. Parce que je pense pas qu'avec un Seiss, tu gagnes la CAN. Je te dis honnêtement les choses. Après, pour revenir sur on parlait de crispation tout à l'heure. Moi, je pense que, tu vois, c'est bien. Enfin, Regragui, je trouve qu'il parle trop. Il ouvre trop sa bouche. Il faut qu'il se calme. Là, il commence à se belmadidiser, là, je sais pas comment on peut dire ça. Non, mais il faut vraiment qu'il se calme. Il ouvre trop sa bouche parce que il nous met une pression négative là-dessus. Une compétition, tu peux pas prévoir de la gagner. Tu as toujours une part de chance pour gagner une compétition. Tu peux pas. Le Maroc, il peut pas se dire aujourd'hui, si l'objectif c'est de se dire le Maroc doit gagner la Coupe d'Afrique, coûte que coûte. Non, tu peux pas. Tu peux pas prévoir comme ça. Non. Tu peux être performant, tu peux réussir, mais tu auras besoin de ce brin de réussite. Facteur chance, comme on dit. Moi, je te pose la question, Hakim. Qui te dit que tu vas pas aller au tir au but à un moment donné? Tir au but, il y a une part de réussite non négligeable dans cet exercice. Enfin, moi, par exemple, j'ai en tête la dernière CAN qui a été gagnée au Maghreb, c'est par qui? C'est par la Tunisie. En 2004.
Tunisie, ils ont sorti au tir au but le Sénégal. Hein. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Je pense même qu'ils sortent. Je me demande même s'ils sortent pas le. Non, ou ils sortent le Nigeria au tir au but, pardon. Ils sortent le Nigeria au tir au but. En demi-finale, voilà. Ils sortent le Nigeria en tir au but. T'as une part de chance qui est non négligeable. c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Donc moi, je pense que le Maroc, de se dire qu'on soit bon, parce qu'on est nous, on est bon défensivement. Offensivement, on n'est pas non plus exceptionnel. Qu'on soit bon, qu'on ne perde pas nos matchs, ok. Parce que je pars du principe qu'il y a des matchs, qu'on va affronter, je sais pas, des équipes comme le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est quand même des niveaux assez semblables, quoi. Faut pas se mentir. Et qu'on perde pas nos matchs, ok. Mais après, il faut aussi compter sur la réussite. À la Coupe du Monde 2022, si on fait un aussi grand parcours, c'est aussi peut-être parce qu'on n'est pas attendu. L'Espagne ou le Portugal, on n'avait rien à perdre. Faut arrêter de se raconter des histoires. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on manque d'humilité. C'est ce qui nous a fait des fois à la dernière CAN d'ailleurs, où on s'est éliminé par l'Afrique du Sud. Donc moi, la communication de Regragui, elle me pose problème. En fait, je pense que Regragui, là où il veut en venir, c'est limite plus sur son cas personnel. Après l'échec de la dernière CAN, là, forcément, on se dit, avec tout ce qui a été mis en œuvre, avec tout ce que tu as eu comme matériel, que ce soit les joueurs ou bien les installations, etc., tu as tout pour, normalement, faire une excellente CAN. Et en plus, comme tu as eu cet échec un peu prématuré lors de la dernière CAN, il faut que tu te rachètes. Alors, je suis d'accord avec toi pour dire que ça dépendra aussi du contexte. Si tu arrives, j'imagine, en demi-finale, que tu perds au tir au but en ayant dominé de la tête et des épaules, tu auras toujours cette notion de te dire j'ai échoué. Mais elle est en balance avec si tu échoues en huitième de finale, tu prends 3-0 contre une équipe très faible. Ah là oui, là c'est pas la donne n'est pas la même. Donc il y a tout un contexte autour et je te rejoins, c'est donner peut-être une pression inutile ou en tout cas une surpression de dire tout autre résultat que la victoire serait un échec. Il y a tout le contexte qui va avec, tout ce qui va autour, il y a le facteur humain aussi, des arbitres, il y a là on peut pas dire les terrains sont magnifiques. Donc il y a toujours, comme tu dis, les poteaux carrés, là, ils sont ronds, mais c'est une image pour dire que il y a toujours cette petite chose que tu ne maîtrises pas, qui peut-être être soit pour toi, soit contre toi. Et sur un match, des fois, rien que ça peut faire la différence. Donc je suis d'accord, je te rejoins sur le fait qu'il faille peut-être diminuer la pression sur les épaules, en tout cas de tes joueurs, de la prendre toi, et donc éviter de surmédiatiser le fait que tu veuilles gagner cette CAN. Tu veux la gagner, tout comme le Sénégal, tout comme l'Algérie, tout comme la Côte d'Ivoire, tout comme les grosses nations du continent africain. D'autres vont te dire, nous déjà si on arrive en quart, en demi, ça nous va très bien, etc. Mais c'est se cacher derrière son petit doigt que de dire par exemple que le Sénégal ne veut pas la gagner en se disant, nous si on arrive en demi. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut pas non plus aller trop loin dans les propos, même si je comprends le fond de ce qu'il veut dire, mais la forme est pas bonne. La forme est pas bonne, et puis moi j'ai peur qu'il n'y ait pas qu'un problème de forme, j'ai peur qu'il y ait un problème d'ego aussi. J'ai peur qu'il y ait un problème d'ego. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, et ça fait partie de la communication. Quand tu as des joueurs crispés, la communication, elle doit jouer son rôle. Moi, quand je vois les joueurs crispés, au vu des déclarations qu'affiche Regragui, je lui donne de la responsabilité par rapport à ça. Il crispe ses joueurs. Il joue un rôle dans cet aspect-là. Il a sa part de responsabilité là-dessus. Donc, voilà, il faut diminuer la pression, comme tu dis, Hakim, et là-dessus, la communication du Maroc, elle n'est pas bonne. Je te prends un exemple. Récemment, j'ai vu Mehdi Benatia passer à l'after. Je prends cet exemple parce que c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Il a diminué la pression sur les objectifs de l'OM. Et ça, c'était la bonne chose à faire. Il faut adopter cette attitude-là. Et je pense que ça fait aussi partie de l'intelligence, de la capacité du dirigeant ou du coach en question. Et Regragui, ouais, voilà. Sur ça, il faut qu'il apprenne à maîtriser sa communication. Parce que là, moi, j'ai un peu du mal. Je veux moins de blabla et plus de preuves sur le terrain.
Maintenant, il a aussi déclaré une chose qui n'a rien à voir avec ses joueurs, on va dire, ou son équipe, mais qui me paraît plutôt être cohérente, dans le sens où il demande un public, mais pas un public Oui, qui demande des supporters. C'est vrai que sur le premier match, le paradoxe, c'est qu'on a vu un stade quasiment plein, et ça, c'est une autre histoire, parce qu'il y a des billets qui ont été achetés, qui voulaient être revendus dans le marché noir, qui n'ont pas trouvé preneur parce que trop cher. Donc, ça a laissé quelques places vides. Mais hormis ça, ceux qui étaient dans le stade n'ont pas forcément été ceux qu'on a vus au Qatar ou ceux qu'on va voir, j'imagine, aux États-Unis pendant la Coupe du Monde, parce que ce sont des supporters qui, eux, viennent vraiment pour le foot et pas juste pour voir le foot. Est-ce que toi, ça te crispe pas un petit peu ça aussi de te dire si parce que là, je sais pas si tu suis un peu le foot féminin au Maroc, mais la Ballon d'Or africaine récemment, qui est une Marocaine, euh, a dit aussi justement, on a assisté à une cérémonie d'ouverture grandiose et les spectateurs ont pu regarder un match. Mais elle le dit sur le ton de l'ironie, justement. Parce que ça manque de supporters. Elle dit si on veut aller au bout, il faut que les supporters soient là et supportent leur équipe. C'est quand même dommage, en fait, de se dire qu'on a le potentiel pour pouvoir avoir des vrais supporters et qu'il y a dans ce magma quelques gens qui viennent juste de manière oisive. C'est vrai, tu as raison, Hakim. Pardon, hein, si j'ai pas si Non, il y a un problème de. pas de souci. Non, c'est bon. Oui, tu as raison. Moi, tu sais, le Maroc, hein, je suis marocain et le Maroc, je le connais. Je suis originaire moi de Erachidia, mais je connais bien Rabat, Salé aussi. J'ai de la famille un peu de partout dans le Maroc, dans la région de Meknès, de Rabat, etc. Et le football, c'est un sport qui est aimé dans tout le pays et c'est le sport du peuple. C'est pas que le sport des riches. Voilà, je veux pas me cacher, j'ai pas ma langue dans ma poche, je vais parler clairement. Moi, ça me fait chier quand je vois qu'il y a que des riches qui peuvent se payer des places et qu'il n'y a pas les gens du peuple qui peuvent y aller. Voilà, je le dis très clairement. Moi, ça me saoule. Ça me saoule de voir des gens, des petits gamins dans les rues qui sont passionnés du football et qui ne peuvent pas aller au stade. Quand je vois des gens qui s'amusent à revendre des places et tout, je suis désolé, j'ai envie de les insulter. Je te dis la vérité, je vais pas. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est comme là, tu vois, l'histoire du maillot là ce matin. Il n'y en avait que 45 qui ont été faits. Je vois, il y en a, ils veulent les revendre sur 4 ou 5 fois le prix. Bon, le maillot, là, je te le dis, je l'ai acheté 75 €, je peux le revendre 10 fois plus dès aujourd'hui. Mais c'est pas comme ça, on fait les choses avec le cœur, avec la passion. Et le football, c'est un sport c'est le sport du peuple. C'est le sport du peuple. Et moi, quand je vois un peu tout ça, je suis désolé, ça me fait chier. Le Maroc, ça a ce point commun là où c'est avec Marseille. Voilà, si tu sois riche ou pauvre, peu importe, tu vas au stade, es assis, vous êtes assis à côté et vous vibrez pour la même équipe. Peu importe tes origines sociales. Et c'est ça, ça doit être ça le foot. Ça doit être ça. Ça doit pas être un sport qui doit appartenir à une élite. Moi, là que je vois les prix, alors que la Fédé, que l'organisation mette des tarifs, ça c'est normal, je peux le comprendre. C'est la CAF, ouais, c'est la CAF. C'est la CAF, voilà, je peux comprendre. Et puis surtout que le Maroc a mis les moyens, il faut dire la réalité. Mais que les gens du peuple puissent pas en profiter et que qu'il y en a qui s'amusent pour faire du business derrière la passion des gens. Moi, ça m'enrage. Ça m'enrage. Voilà, ça je suis désolé, c'est des ennemis de l'équipe nationale. Les premiers ennemis, ce sont ces gens-là. Ce sont aussi les pseudo-influenceurs qui viennent effectivement pour les petits fours, comme il dirait Gragui. C'est ça. Qui viennent, moi, non, on est là pour supporter, voilà, pas pour rien d'autre. On doit casser la voix, on doit être là, on doit mettre la pression. Et en plus, le Maroc, c'est un pays de football, c'est un pays qui respire. Tu vas à chaque coin de rue au Maroc, tu vois des petits qui jonglent, qui dribblent, de partout. Et ça a toujours été comme ça. Et je vais dire, c'est pas un sport pour les chiquis, voilà, excusez-moi. Mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, qu'ils partent ailleurs et qu'ils nous laissent tranquilles. Laissez le football au peuple.
Et j'espère, si c'est possible, qu'il y aura un tarif un peu, ou qu'il y aura des associations qui peuvent permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens d'aller au stade. Ça me ferait vraiment plaisir. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce serait génial. Moi, quand je prends l'exemple toujours encore une fois de Marseille, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, je vois des fois des associations qui permettent à des enfants d'aller gratuitement au stade. Ce serait bien s'il y a un peu cet aspect-là au Maroc aussi. Donc, le peuple marocain le mérite. C'est un peuple de passion, c'est un peuple qui mérite. Et ça doit pas. Il faut pas qu'une minorité s'amuse à nous gâcher ça. Voilà. Avec leur revente de place, franchement, j'ai envie de leur mettre des tartes. J'ai envie de leur mettre des gifles aux gens qui veulent, qui veulent revendre des places. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord, parce que après, il y a des tarifs qui sont pas non plus exorbitants par moment. Je sais qu'il y a certains billets qui sont autour de 150 dirhams, ce qui est à peu près 15 euros. Ça reste, même si pour certains, ça peut être encore cher au Maroc, hein, on va pas se cacher, sans cacher non plus, ça reste des tarifs qui peuvent être faisables pour aller voir un match. Sauf que Oui. beaucoup ont pris ces places et les revendent sur le marché noir de 5, 6, 10 fois le prix, voire peut-être même plus des fois. Et c'est là où ça devient aberrant, parce que ça permet, comme tu dis, à certains de s'enrichir sur le dos d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui vont peut-être se saigner en se disant, voilà, c'est l'occasion ou jamais d'aller voir un match de l'équipe nationale dans une CAN. Pour moi, c'est une attitude exécrable, parce que en plus de ça, on sait très bien que c'est un pays musulman, que ce genre de choses ne doit pas être fait et tout, mais on n'empêchera pas malheureusement les bêtes d'être bêtes, pour rester poli, mais franchement, c'est une attitude déplorable, parce que c'est vraiment l'occasion justement d'être présent pour ton équipe nationale qui remporterait potentiellement un trophée si tu es là pour les y aider. Maintenant, malheureusement, je ne vais pas dire qu'on a les supporters qu'on mérite, parce que le Maroc a quand même fait pas mal d'efforts pour plein de choses. Ils sont en train de mettre en place un programme sportif à grande échelle pour que justement l'ensemble des gens puissent faire du sport en général et du football en particulier. Donc ça serait bête de se dire qu'on mérite, que l'équipe nationale mérite ça. Maintenant, voilà, on va fermer cette parenthèse, mais bon. Si tu dois retenir... Hakim, c'est bien de dire tout. Pardon d'avoir coupé. C'est bien de dire comme ça. J'espère qu'il y aura des mesures mises en place pour stopper ces gens-là et même leur faire payer des amendes. Voilà, parce que cette immoralité. Et peut-être créer un système où où la personne confirme un certain temps avant le match s'il peut venir ou pas venir. Et en tout cas, si la place est revendue, qu'on ait un justificatif ou contrôler les reventes de place, tout simplement. Créer une plateforme pour contrôler les reventes de place. Et si la place n'est pas revendue, ou si on fait des tests avec la carte d'identité, je ne sais pas comment on peut faire. Ça paraît très compliqué, mais essayer de trouver un système pour essayer de punir ces gens-là. Voilà, qui pourrissent la vie des Marocains, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a toujours façon de faire, parce que aux Jeux Olympiques, à l'époque ici, il y a eu cette plateforme de revente, des places que tu voulais plus, etc. Ça s'est plutôt bien passé en plus. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas aussi pour ce genre de compétition. Surtout qu'on voit que l'Afrique se modernise de plus en plus, qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place pour rattraper un peu le retard accumulé. Donc, il n'y a pas de raison que le Maroc ou d'autres nations en Afrique n'y arrivent pas. Maintenant, pour revenir au dernier match face aux Comores, si tu dois retenir un joueur qui, toi, a vraiment éclaboussé de son talent cette rencontre, ce serait qui? La surprise ou le meilleur joueur? Parce que c'est deux choses différentes. Alors, je te laisse le soin de faire et l'un et l'autre. Vas-y. La surprise, c'est Salah Eddine, qui m'a surpris, que je ne pensais pas voir à ce niveau aussi rapidement. Il a été très bon et c'est une vraie valeur sûre sur le flanc gauche. Et c'est pour ça qu'on peut penser à l'alternative d'inclure Mazraoui dans l'axe quand Hakimi reviendra. Après, ton meilleur joueur, pour moi, ça reste Brahim Diaz. Voilà. C'est lui qui apporte ce brin de folie. Intrinsèquement, c'est ton meilleur joueur. Techniquement, il est très fort. C'est ton organisateur. C'est le joueur qui peut te dynamiser cette équipe. Et c'est le leader offensif de cette équipe, donc, et c'est lui qui ouvre le score, c'est lui qui provoque le penalty. Il a 2 doigts de provoquer un deuxième penalty s'il n'y a pas la main. Alors c'est Brahim Diaz, c'est ton meilleur joueur, c'est Brahim Diaz, même sur ce match. D'accord. Et à l'inverse, celui qui t'a le plus déçu?
Alors, je pense que tu en as parlé peut-être tout à l'heure, mais est-ce que tu en aurais un autre qui. Si c'est lui, Alors, c'est lui. Si c'est le même, c'est le même. Mais si tu en as un autre ouais. qui. Non, alors, Amrabat, j'ai été déçu. Saibari, j'ai été déçu. Je Ouais, trouve qu'il n'a pas été assez remuant. Après, Raimi est aussi, il faut dire la vérité, vraiment complètement passé à côté de son match. Après, j'ai pas envie de le descendre parce que moralement, il y a une explication. Il a loupé son penalty. Franchement, c'est dur. Mais on voit comme mentalement, il n'a pas répondu aux attentes. Et attention, je suis persuadé que c'est un bon joueur, mais mentalement, peut-être il est encore un peu tendre. Donc voilà, je vais mettre ces trois-là. Romain Sey, c'est impossible à juger vu qu'il est ouais. rapidement sorti. C'est compliqué, ouais. Voilà, c'est ceux-là que je vais mettre. C'est ceux-là que je vais mettre dans le. C'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal, mine de rien. Et pour conclure un petit peu sur le match qui va arriver, est-ce que tu peux nous donner ton pronostic sur le match face au Mali, donc? Je vois un match serré. Je vois un match serré. Je vois peut-être un petit 1-0 pour le Maroc. Je pense qu'on va gagner sur. Ça va être un match assez fermé, je pense, mais on va quand même gagner. Ouais, Malgré tout, ça restera fermé malgré tout, même si on sait que bon, le Maroc, lui, aura envie de gagner quoi qu'il arrive. Et le Mali, même Ouais, si mais Hakim, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est vrai que le Mali aura peut-être plus peur, limite, de perdre et donc de se livrer. Hakim, moi je te pose la question, je te le dis. Regarde, si le Mali perd 1-0, et ils auront une différence de but de -1 avant d'affronter les Comores. Ils battent les Comores, ils passent à 4 points, ils auront une différence de but qui sera positive, supérieure ou égale à 0. Avec ça, il y a de grandes chances qui passent, tu vois. Moi, C'est vrai. j'imagine une configuration où si le Maroc ouvre le score, Mm. ben, le Maroc sera content du 1-0, le Mali sera content du 1-0. C'est pour ça que je ne m'attends pas à un match qui va Ouais. se décanter. Tu Non, vois. je comprends. Ouais. Ou même si le Mali ouvre le score, que le Maroc revienne dans la partie, le Maroc mène 2-1, je vois pas un Mali qui va se livrer. Tu vois, c'est pas, on va pas avoir le 6-0 comme en 2017-2018, non. Voilà. D'accord. Et pour vraiment conclure, sur la CAN en général, quelle équipe, pour toi, tu peux en donner plusieurs, mais quelle équipe, pour toi, est la favorite pour gagner cette CAN? À tes yeux, je parle pas des possibilités ou machin, je parle vraiment dans le potentiel que toi, tu remarques dans cette équipe. Alors, je vais te dire la vérité. Il n'y a qu'une seule équipe que je vois qui battre le Maroc sur un match. C'est le Nigeria. Nigeria, je les crains. Je pense que c'est eux qui peuvent nous battre sur 90 minutes. L'Algérie, si on les joue, on va pas perdre contre eux. Côte d'Ivoire, pareil. Sénégal, pareil. Égypte. Nigeria, je crains un peu le Nigeria. Je placerais peut-être le Nigeria un peu plus peut-être favori. Ouais. Si je devais placer un favori, je mettrais le Nigeria. Quoique s'il y a une finale Nigeria-Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas une équipe qui est meilleure qu'une autre, mais chaque équipe a sa bête noire. Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et nous, notre bête noire, c'est Nigeria. Mais en fait je vais te dire un truc. La CAN pour le Maroc, elle va se jouer. Parce que si on part du principe que le Nigeria et l'Algérie vont terminer premiers, la CAN, elle va se jouer en quart de finale pour le Maroc, mais la quart de finale, ça va être un Algérie-Nigeria. Et il faudra que l'Algérie gagne. Parce que si l'Algérie bat le Nigeria, en demi, je pense qu'on les joue, on les tape. Par contre, si c'est le Nigeria, je pense que c'est eux qui vont nous taper. C'est ça mon pronostic, tu vois. D'accord. Ça dépend forcément, on va dire, de l'adversaire que chaque équipe aura. C'est ça. Si une équipe tombe sur sa bête noire, ça peut influencer et influer sur le résultat final. C'est ça. Mais allez, on va rester positif. On va espérer que l'Algérie, que nos frères algériens battent le Nigeria. Donc on va dire que le Maroc va la gagner. C'est le cœur qui va parler. Ouais, c'est le cœur il va parler. Et je suis d'accord avec toi parce que même si on ne mettra pas la pression sur nos joueurs, je pense qu'ils ont le potentiel de le faire. Ils ont le cadre pour le faire et ils ont aussi le public
On va espérer qu'ils se réveillent un peu plus, mais ils ont le public aussi pour le faire. Donc, on va prier pour que ça soit le cas, Inch'Allah, à la fin. Et puis, on souhaite une belle CAN à tout le monde, que vous soyez, comme je l'ai dit, supporters africains ou que vous soyez simplement des observateurs qui aimaient le football. Et le football africain aujourd'hui a vachement évolué, comme vous avez pu le voir avec toutes les stars maintenant qu'il y a dans les championnats européens. Donc, profitez-en tous. Et on se retrouvera au prochain match face au Mali et on refera un débrief. J'espère que vous reverrez avec nous notre ami Yacine ici présent, qui Oui. a toujours de très bonnes analyses. Donc, il sera réinvité avec grand plaisir pour distiller sa façon de voir le football en règle générale. Je te remercie beaucoup, Yacine. Merci Hakim. Et Merci. puis, bah, allez le Maroc, Dima Maghreb. Et Dima en Merlin. aparté, allez l'OM. Et oui, allez, l'OM aussi, voilà. Merci Merci. beaucoup et salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. Merci.